le réensauvagement du Saltus. Alors, 3 parties, la mer, les mots, les morts. Donc, un tableau de Gustave Courbet, 1869. Un tableau intitulé La Vague, qui se trouve au musée des Beaux-Arts à Lyon aujourd'hui, petit format en fait. Moi j'appelle ça la mer, mais c'est bien la vague. La vague c'est un motif pictural, et la mer évidemment plus généralement, pas une découverte. Il y a 2 types de mers, il y a les mers paisibles, les mers calmes, les mers de la peinture flamande, les mers de la peinture impressionniste, les mers solaires, les mers avec des grands ciels. Et puis il y a les mers sombres, les mers mauvaises, c'est un jeu de mots sur mer, et les peintures de naufrage, en fait. Alors ici, on a ce que Courbet appelait lui-même un paysage de mer, avec un tableau qui est décrit par les historiens de l'art, et puis par chacun d'entre nous, comme ayant des particularités picturales assez précises. Il y a une espèce de gros plan sur la vague là, qui avance presque comme vers nous. Un univers qui est menaçant par les couleurs, par la lumière ou l'absence de lumière, par la perspective ou l'absence de perspective, par les formes justement agitées. Dire un peu que c'est une mer un peu biblique d'Ancien Testament, quelque chose de violent, de menaçant, de lourd. Une mer où la ligne d'horizon confond la mer et le ciel, un ciel qui a un tout petit espacement de bleu, et puis ici à la signature de Courbet en rouge, avec un cadrage qui hyper focalise sur cette dynamique de la vague. Et donc quelque chose comme un ciel bas et lourd pèse, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, si vous voulez. Donc quelque chose de menaçant et d'inquiétant, comme on dirait une mer en furie, et avec une absence de terre. Il n'y a pas de rivage, si vous voulez. Parce qu'il n'y a sans doute pas de transcendance, à part peut-être les évocations des mers en furie, mais il n'y a pas de transcendance. Le ciel, le bleu du ciel est presque absent, quoi qu'il soit là. Mais il est vraiment poussé à la marge et menacé d'être envahi ou dégagé, comme on voudra, mais bon. Il n'y a pas de rivage. Donc, comme dit Cézanne, on va prendre la vague sur soi. Et il n'y a pas de pittoresque, enfin au sens, il n'y a pas de récit autre que cette vague qui va déferler. Il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas de marins, il n'y a pas de bateau. Quand il n'y a pas de pêcheurs, qu'il n'y a pas de marins et qu'il n'y a pas de bateau, ben c'est qu'il n'y en a pas, mais c'est peut-être qu'ils n'y sont plus aussi. Peut-être disparus. Alors, Courbet a peint beaucoup de vagues parce qu'il a découvert ça depuis son Jura natal, parce que ça se vendait bien. Il en a peint 30, 40, auprès de clientèle internationale, anglaise, allemande, française, très chic, avec une barque, avec un bateau loin, avec un oiseau. Il disait, dans sa correspondance, ils veulent du propre, je leur donne du propre. C'est pas très propre là. Et, par exemple, il y a une actualité évidemment. Hugo a dessiné une vague océanonox formidable. On a des vagues chez Michelet, par exemple. J'en viens à mon point 2, les mots. Ça, c'était la mer. Les mots, c'est Michelet. Je vous rappelle que Michelet, quand il décrit en 1861 la mer, il commence par là, chapitre 1, la mer vue du rivage. C'est une topos au fond. La mer vue du rivage. Barrière fatale qui sépare irrémédiablement les deux mondes. Ne nous étonnons pas si l'énorme masse d'eau qu'on appelle la mer, inconnue et ténébreuse dans sa profonde épaisseur, apparut toujours redoutable à l'imagination humaine. Bon, ça c'est la version Michelet. Il y a la version Hugo, il y a la version Maupassant. On peut regarder Maupassant si vous voulez. Ça c'est dans les mots. M-O-T-S, les mots, mais bon. Maupassant, Étretat, septembre. Publié dans le Gil Blas, 1886. Une autre fois, 2 ou 3 ans plus tard, j'étais venu sur la plage pour voir un ouragan.
Le vent furieux jetait sur le pays la mer déchaînée dont les vagues énormes s'en venaient lourdement l'une après l'autre, lentes et coiffées d'écume. Puis, rencontrant soudain la dure pente de galets, elles se redressaient, se courbaient en voûte et s'écroulaient avec un bruit assourdissant, et d'une falaise à l'autre, la mousse arrachée de leurs crêtes s'envolait en tourbillon et s'en allait vers la vallée par-dessus les toits du pays, emportés par les bourrasques. Un homme dit soudain près de moi, « Venez donc voir Courbet, il fait une chose superbe. » Ce n'était point à moi qu'on avait parlé, mais je suivis car je connaissais un peu l'artiste. Il habitait une petite maison donnant en plein sur la mer et appuyée à la falaise d'Aval. Il avait loué ça. Cette maison avait appartenu d'ailleurs au peintre de marine Eugène Le Poitevin. Il y a les embruns qui venaient se jeter contre les parois. Dans une grande pièce nue, un gros homme graisseux et sale collait avec un couteau de cuisine des plaques de couleur blanche sur une grande toile nue. C'est pas celle-là, mais de temps en temps, il allait appuyer son visage à la vitre et regarder la tempête. La mer venait si près qu'elle semblait battre la maison enveloppée d'écume et de bruit. L'eau salée frappait les carreaux comme une grêle et ruisselait sur les murs. Sur la cheminée, une bouteille de cidre, etc. Et Courbet aussi parlait lourd, farceur et brutal. Il avait un esprit pesant. C'est la fin, mais précis, plein de bon sens paysan, caché sous de grosses blagues. Il disait devant une sainte famille que lui montrait un confrère, c'est très beau ça, vous les avez donc connus ces gens-là. Bon. Donc, je fais le lien avec la littérature, et par exemple la littérature de Maupassant. Je viens, je ne perds pas ma vague de vue, mais c'est pour rendre crédible ce que je voudrais voir avec vous. En mer, 1883, Christine a fait un travail là-dessus. Boulogne. Maupassant. On nous écrit: un affreux malheur vient de jeter la consternation parmi notre population maritime déjà si éprouvée depuis des années. Le bateau de pêche commandé par le patron Javel, entrant dans le port, a été jeté à l'ouest et en est venu se briser sur les roches de Brise-Lames de la jetée. Malgré les efforts du bateau de sauvetage et des lignes envoyées au moyen de fusils porte-à-mare, 4 hommes et le mousse ont péri. Le mauvais temps continue. On craint de nouveaux sinistres. Si le pauvre homme, je continue, roulé par la vague, est mort peut-être sous les débris de son bateau mis en pièces, et celui auquel je pense, il avait assisté, voilà, 18 ans, à un autre drame. Et il nous parle ensuite, deuxième paragraphe, le chalutier, le bateau de pêche par excellence, solide à ne craindre aucun temps, le ventre rond, roulé sans cesse du chalutier par les lames comme un bouchon, toujours dehors, toujours fouetté par les vents durs et salés de la Manche. Il travaille la mer infatigable, la voile gonflée, traînant par le flanc un grand filet qui racle le fond de l'océan et détache et cueille. C'est important, toutes les bêtes endormies, le filet, qu'est-ce qu'il ramasse? Toutes les bêtes endormies dans les roches, les poissons plats collés au sable, les crabes lourds aux pattes crochues, les homards aux moustaches pointues, voilà, etc. Donc il y a des noyés dans la mer. Il y a des disparus corps et âme, corps et bien. Ils sont disparus, ils sont portés disparus, c'est comme ça qu'on dit, corps et bien. C'est un peu un zigzag là, mais je ne perds pas quand même mon affaire. Et alors, sur l'autre document, sur le même document au verso, je vous ai rapporté la critique d'art. J'ai rien contre, mais que nous dit la critique d'art? J'en ai lu beaucoup, je répète, bon, mais c'est à peu près constant. Ici, la vague, donc oui, 1869, Musée des Beaux-Arts, si vous allez sur le site du Musée des Beaux-Arts, vous avez ce commentaire de la vague. Courbet a simplement peint une vague, une vraie vague, déferlant sur le rivage. Ce commentaire de Zola traduit la volonté du peintre de saisir dans cette vue d'une mer en furie la réalité de la nature dans toute sa puissance et sa force. La réalité de la nature. C'est ce que je conteste. Par sa simplicité, le motif retenu se distingue des représentations traditionnelles de marine ou de bord de mer plus pittoresques. Aucune présence humaine, certes, n'anime cette composition, ni aucun détail du rivage. Le cadrage est audacieusement resserré sur la vague seule, menaçante. La matière picturale épaisse est posée avec vigueur à la brosse ainsi que par endroits au couteau, etc. etc. Céline Flécheux, Courbet, La Vague, un article pareil. On peut lire les dernières lignes. Chez Courbet, plus la composition est abstraite, plus elle s'éloigne de la visibilité totale et immédiate, plus la perception sensorielle est riche. Plutôt que d'élargir notre champ de vision, le peintre nous oblige à avancer vers le tableau pour apprécier l'empattement du couteau. Rien dans la vague n'est aquatique ou liquide, pâteuse, onctueuse, débordante. Elle pétrit une matière picturale qui finit par se référer plus à elle-même qu'à son signifié l'eau. Autoréférentialité de l'art moderne. La modernité, c'est la matière picturale. L'objet de la peinture, c'est la peinture. Certes. Il se trouve cependant que cette vague, avec la surfocalisation du cadrage, avec l'inquiétante étrangeté des formes, des couleurs, des masses, entre presque en résonance avec
comment dire, une sorte de monde, de sémiosphère encore, de langage de la vague, de langage qu'on a pour dire la vague et la mer. La vague, elle a sa crête, elle a son écume, c'est comme, elle a ses bruits. Même la mer, finalement, elle est déchaînée, elle est en furie, elle est menaçante. Et puis la vague en français, dans la langue française, c'est pas une preuve, hein, mais j'avance si vous voulez. On dit par exemple, la vague vient mourir sur le rivage. Il y a un imaginaire de la mort, du flux et du reflux, de la vie dans la mort et de la vie, la vague. La vague vient mourir. Je vais passer facilement, si vous voulez, Donc, je vais faire encore un petit détour. Parce que ce que je voudrais montrer, voir avec vous, c'est une image dans l'image. C'est-à-dire que... Alors, je le dis dans ce sens, mais c'est pas très malin, mais Courbet a fait une ethnographie ou une anthropologie de la vie et de la mort. Courbet, c'est l'origine du monde. Courbet, c'est l'enterrement ornant. Courbet, c'est... il faudrait peut-être revenir aussi. Courbet, c'est l'auteur de ce tableau qui est quand même magnifique pour nous, que vous avez reçu, et dont j'ai fait volontairement l'économie du titre intégral. La toilette de la... Il y a deux écoles, de la morte ou de la mariée. Il y a autant de spécialistes qualifiés qui disent ça. C'est un tableau assez indécidable. N'importe quel ethnologue sait qu'il y a des homologies entre les rites de mariage et les rites de mort, enfin, etc. Et bon, ça prouve rien, mais dire qu'il y a une attention, pas qu'à la picturalité ou à la mimésis du monde. Représentation visuelle et naturaliste, enfin, ou réaliste du monde. Bon. Et alors, on prend ça en compte, si vous voulez. Et puis on sait que dans la grande tradition ancienne, baroque et du 19e, il y a des paysages dans le paysage. Il y a une anthropomorphisation des paysages, y compris chez Courbet. Vous savez, les profils de montagne qui ressemblent à des profils humains, par exemple. Dans la critique spécialisée chez Courbet, il y a des pages entières sur... Vous voyez, ici on doit voir un visage. Je sais pas si voilà, là, vous le voyez, le visage, là? Sans bonne volonté, on le voit. Bon, c'est le principe des anamorphoses, voilà. Donc ça, c'est connu. Parce que quand j'ai fait ma petite découverte, que je ne vous ai pas encore présentée, je me suis dit, c'est bon, pure imagination. Bon, pourquoi pas, mais enfin... Alors, je suis allé voir qu'est-ce que disaient les spécialistes de Courbet en général. Et le Courbet paysagiste, depuis 40 ans, il y a de la littérature très importante sur, un peu comme dans les images d'Épinal aussi, ou les ambassadeurs d'Holbein, enfin tous ces phénomènes d'anamorphose, ou d'image dans l'image, de double vue, de figure figurante, etc. Bon. Et donc, voilà. Donc, je me dis, il y a des jeux comme ça comme dit Lacan, dans tout tableau est un piège à regard. D'ailleurs, Lacan a fait un chapitre sur l'anamorphose. Et alors, ce que je me suis dit, ça s'est pas passé comme ça. Je vous dirai comment ça s'est passé si ça vous intéresse. C'est pas c'est pas anecdotique. Je me suis dit, oui, mais les mots MOTS, c'est peut-être les mots MAUX, disons. Et s'il n'y a pas de bateau, et s'il n'y a pas, si je peux raconter ça comme ça, s'il n'y a pas de pêcheurs, peut-être qu'il y a des noyés. Il y a des noyés, et que la vague roule des morts. C'est la dernière partie, les morts. Vous savez qu'il y a des croyances, y compris dans la liturgie officielle, sur les corps disparus, des prières aux noyés, la baie des trépassés, enfin, etc. Et d'un coup, d'un coup, je n'ai pas pu m'empêcher de voir dans cette vague des crânes, des visages, de mort. Autrement dit, on a ça un peu dans la Bible, mais pas beaucoup. On a ça beaucoup dans les croyances. C'est les âmes en peine, les âmes des morts, des mauvais morts, hein, c'est-à-dire qui sont morts sans rite, qui sont morts mais pas enterrés. Ils sont toujours là, si vous voulez. Ils sont toujours là. Ce sont des âmes en peine et ils font retour. Ils peuvent toujours faire retour. On n'est jamais à l'abri de ramasser dans le filet, ou de trouver sur le rivage, ou d'imaginer dans la vague qu'elle roule le squelette, les os, voire le visage d'un mort. Donc c'est la mer, les mots, les morts.
Donc mon hypothèse, c'est que il y a une présence des morts, si vous voulez, ou un retour des morts, et que c'est actualisable ou perceptible. Ça ne s'est pas passé comme ça quand j'ai fait le dévoilement, si vous voulez, mais ce qui n'est pas vrai dans les tableaux paisibles, dans les vagues propres. Je n'ai pas analysé les 30, hein, loin de là. Mais voyez, cette mer déchaînée, furieuse, menaçante, mauvaise, agressive, violente, gonflée par le vent mauvais. Mais n'importe quel indigène ou anthropologue alors du 19e qui a une culture de mer, qui a une culture des croyances de la mer, Anatole Lebras, les légendes de la mer, les angoisses aussi des pêcheurs ou de ceux qui habitent les rivages, c'est que ces morts, il faut bien qu'ils soient en quelque part. Ils ne sont pas dissous. Ils ne se dissolvent pas si facilement. Et donc, il me semble qu'ici, il y a une espèce de retour du refoulé du naturalisme. Le retour du refoulé de la culture photographique aussi. Parce qu'à la même époque, il y a la photographie. Et on n'a pas les labos Photoshop pour insérer dans les vagues photographiées par Le Gray et les autres des imaginaires ou des trompe-l'œil avec des masques de morts. Les morts ne peuvent faire que retour. Alors, est-ce que c'est délibéré? On n'en sait rien. J'ai lu beaucoup de choses de Gamboni, sur le détail aussi, de Arras, etc. Bon, ils appellent ça les figures figurantes. Alors, parfois, c'est pour des raisons politiques, ou des raisons érotiques, ou des raisons X, où il y a des jeux visuels. Et parfois, c'est l'acte créateur qui fait que... et le regardeur. C'est-à-dire que là, il y a une réhabilitation. Je ne dis pas que le naturalisme ou le réalisme n'impose pas l'interaction et la coopération du regardeur. J'ai par exemple la préface quand même de Paul Valéry à ce fameux bouquin de James Fraser, l'anthropologue, fin 19e, début 20e, Le Rameau d'or, etc. Bon, intitulé, il a fait un recueil d'anthropologie qui s'appelle La crainte des morts. Bon, la crainte des morts. Les relations des morts et des vivants. C'est pas besoin de référer à Freud, c'est pas besoin de référer à Lévi-Strauss. Dans Triste Tropique, il y a un chapitre sur les relations vie et mort, vivant et mort, et il dit c'est un invariant anthropologique. Ça ne prouve pas que nous voyons. J'aimerais savoir si le musée de Lyon ou d'Orsay a fait des scanners, non pas pour des preuves positivistes, mais enfin quand même pour voir si ce qu'on voit. Et alors, dans la préface de Paul Valéry à La crainte des morts, après je mets en discussion, 1934, j'adore quand même cette phrase de Valéry, qui est né à 7, peu à peu se dessine dans la pensée du lecteur de la crainte des morts, donc de Fraser, l'idée étrangement poétique d'une ethnographie des âmes en peine. Une ethnographie, alors je fais une ethnographie des âmes en peine, si vous voulez. Une science et une statistique démographique des fantômes flottant par millions ou milliards, c'est pas les fantômes là justement, depuis tant de siècles que l'on meurt, de la Mélanésie à Madagascar, du Nigeria à la Colombie, etc. Bon. Voilà. Alors, je ne sais pas comment appeler ça. Un hypodialogue, puisqu'il y a deux mondes qui se dialogisent. Il y a le monde de l'univers de la peinture réaliste, de la peinture moderne, de la peinture pure, mais il y a aussi ce retour du refoulé, cette présence du monde de l'imaginaire ou du monde du retour, de la présence des morts. Et j'ai envie d'appeler ça un subdialogisme ou un hypodialogisme, ou un réalisme magique, ou un réalisme expressionniste, je ne sais pas. Ben, ce n'est pas le même monde, hein, mais si je prenais les catégories de Bakhtin et autres, ça serait une espèce de subdialogisme, au sens que, comme les anagrammes de Saussure, d'hypogramme, quoi. L'image dans l'image. Mais en fait, c'est redondant, parce que tout le tableau, c'est la mort. Ouais, c'est quelque chose de mortifère. Voilà, donc je mets à discussion, parce que là, ou un réalisme, non, j'avais appelé ça hier soir aussi un réalisme imaginaire. Peut-être qu'il faudrait relire Thérèse Raquin et puis
Les angoisses aussi sur le noyer qui revient. Oui, je m'étais amusé à... C'est un oxymore, et le réalisme imaginaire. Bon, voilà.